Bonjour, je m'appelle Maude Ravenel et vous écoutez Mes Agneaux. En partant à la recherche d'auteurs québécois, j'ai découvert Karine Paquin. Elle est une auteure jeunesse que les enfants et les adolescents connaissent de plus en plus depuis quelques années, puisqu'elle a publié plus de 40 livres. En fait, son parcours est tout simplement impressionnant, puisque malgré sa dysorthographie, elle s'est donné les moyens de ses ambitions pour devenir auteure. Karine Paquin est sans l'ombre d'un doute un modèle pour les jeunes d'aujourd'hui. J'ai donc voulu m'entretenir avec elle pour comprendre son parcours et voir comment elle a su relever les défis pour vivre son rêve. Comme nous habitons à probablement plus de 400 km, elle me rejoint par Zoom. T'es auteur jeunesse. Quel était ton rapport à la lecture quand tu étais jeune? C'est une très bonne question. En fait, j'avais pas un très grand rapport à la lecture parce que je lisais pas beaucoup. Je viens d'une famille qui lit pas. J'étais vraiment meilleure pour me orienter en forêt que pour lire. On avait quelques livres là, de base, mais donc je lisais pas beaucoup. Ça faisait pas partie de ma vie non plus. Je le faisais un petit peu à l'école, mais tu sais, j'ai aucun souvenir de moi qui lit un livre là, à moins de 15 ans, mettons. Donc, devenir auteur, c'était loin d'être le plan de carrière à la base. Donc, c'est ça. Devenir auteur, c'était pas mon plan de carrière initial. Moi, ce que j'aimais, c'était raconter des histoires, mais je voyais pas ça comme étant un métier d'auteur. J'aimais beaucoup le théâtre. Tu sais, j'étais le genre d'enfant qui faisait toujours des spectacles à ses parents devant la visite. Donc, à un moment donné, je me suis mis à inventer des histoires, à inventer des spectacles. Donc, quand j'étais là, au début de mon secondaire, là, dès le secondaire 2, secondaire 1, je faisais du théâtre, puis là, vers secondaire 2, secondaire 3, j'ai commencé à écrire les pièces de théâtre qu'on jouait. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, moi, dans la vie, je veux être dramaturge. Je veux écrire des pièces de théâtre. C'est ça que j'aimerais faire. Puis en secondaire 5, j'ai comme compris que finalement, raconter une histoire au théâtre, c'est un peu comme raconter une histoire dans un livre. Fait que là, même si je n'étais pas une grande lectrice, je voulais, moi, raconter. Donc, je n'étais pas une lectrice, mais j'étais une raconteuse. Puis mes premiers livres, que je suis tombée en amour avec eux, de dire « Hey, il se passe quelque chose quand on lit un livre », révélation pour moi, c'était plus au niveau du secondaire 3, 4. Là, j'avais lu genre du Félix Leclerc, là. Puis tu sais, j'étais bien poète dans l'âme, là. Fait que là, ça m'avait vraiment beaucoup parlé. Fait que tu sais, c'est vers secondaire 5, là, fait qu'on parle d'à peu près 16 ans, que je me suis dit, je pourrais être auteur, puis je pourrais écrire des livres puis des pièces de théâtre. Puis comment ça a commencé le premier contrat, la première offre de livre? Parce que si j'ai bien compris, tu as eu l'offre et c'est pas toi qui as été vers la personne. Ouais. En fait, c'est un peu étrange parce que là, tu sais, à partir de mon secondaire, j'avais écrit mon premier livre là, de façon artisanale. Ensuite, tu sais, je suis allée au cégep en théâtre. Après ça, puis là, tu sais, quand je suis arrivée aux études, là, tout ça a été mis de côté, l'écriture, parce que, bon, tu le sais, c'est difficile, là, être aux études, là. D'autant plus que ça l'était encore plus pour moi parce que j'étais pas, l'écriture n'était pas ma force. Raconter, oui, des histoires, mais les écrire sans faute, on y reviendra. C'était plus compliqué. Fait que fallait que je travaille fort à l'école. Donc là, j'avais mis ça de côté. Puis, c'est plus tard là, dans ma vie que c'est revenu, cette histoire-là de raconter des histoires. Puis ça, fait que là, on parle de quand j'ai eu terminé mes études et que j'étais devenue maman. Donc, j'avais dans la début vingtaine. Et quand je suis devenue maman, j'ai eu une expérience d'accouchement prenante. Je ne veux pas dire traumatisante parce que je ne suis pas traumatisée, mais disons que j'ai été surprise puis déstabilisée par ça. Puis, je me suis dit, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui m'a dit tout ce qui s'est passé cette journée-là? Il n'y a personne qui m'a raconté que ça pouvait arriver. Fait que c'est là que je me suis dit, je vais écrire un livre qui va dire les vraies affaires, qui va raconter toutes sortes de choses d'accouchement. Puis là, j'ai commencé à en parler sans avoir écrit un mot de ce livre. Puis à partir de là, il y a une maison d'édition qui m'a approchée parce que, tu sais, de bouche à oreille, c'est venu à l'oreille de Fontéa, qui était à l'époque la maison d'édition qui est aussi avec Fonfon, qui est une maison d'édition jeunesse. Donc, Véronique Fontaine, qui gère la maison, qui est propriétaire de la maison d'édition Fonfon. Et qu'à l'époque, il y avait Valérie Fontaine aussi, qui est maintenant devenue auteure, mais elle était aussi dans l'édition à ce moment-là. Donc, ils m'ont
contacté, ils ont dit, on a entendu parler de ton histoire que tu aimerais raconter un livre sur l'accouchement. Puis, ben ça va exactement dans le genre de choses qu'on veut faire, là, tu sais. Fait que je suis comme tombée pile dans leur idée. Eux venaient de partir à la maison d'édition, venaient de ramasser ça en héritage. Puis là, ben ils cherchaient des idées. fait que c'est ça. Quand ils t'ont approché pour ça, là, parce que tu as dit sur TikTok, ta professeure de français en secondaire 1 t'a déjà dit « Toi, t'es pas intelligente ». Ouais. Est-ce que c'est une phrase qui t'est revenue à ce moment-là en te disant « Ma prof de français me disait ça, est-ce que j'accepte ce contrat-là vu mes difficultés en français? » Des fois, il y a des phrases qui marquent. Ben oui, c'est ça, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, moi, je suis dysorthographique dyslexique. Puis à l'époque, quand j'étais au secondaire, on était quoi dans les années 90? C'est pas quelque chose qui existait vraiment dans la culture populaire. Fait que, tu sais, à l'école, tu sais, ça existait presque pas, ce concept-là. Le TDAH commençait à arriver tranquillement. Mais, fait que, tu sais, j'ai pas été diagnostiquée jeune. Moi, j'ai été diagnostiquée très tard. Fait que oui, c'est ça. On pensait que j'étais juste pas bonne, pas intelligente ou pas travaillante. Ça dépendait des profs. Mais d'autres profs voyaient quand même du potentiel. Donc, il était pas, tu sais, il y a quelques... C'est dommage que ces profs-là qui nous ont dit des choses négatives restent en mémoire parce qu'il y en a d'autres qui ont dit des belles choses aussi, puis il faudrait se concentrer sur eux. Mais bon, est-ce que cette... oui, la réponse c'est oui. Bien, en fait, toute ma vie, moi, l'écriture a été un défi pour plein de raisons. Parce que quand je suis arrivée au cégep, mon niveau d'écriture était tellement bas que j'ai failli échouer mes cours de français. Fait que là, quand je suis rentrée au bac en enseignement, je savais que j'allais avoir à passer le test de français à la fin du bac, qui pour moi a été 6 ans plus tard. Puis, fait que j'ai étudié pendant 6 ans, moi, pour passer cet examen-là à tous les étés. Puis, j'ai pris des cours. Puis bon, j'ai passé tous les petits cahiers de français disponibles au Québec. Puis, je les ai tous faits pour être prête pour l'examen. Fait que j'ai travaillé vraiment très fort. Donc, quand on m'a dit « Ah, ça nous intéresse, envoie-nous un premier chapitre », la première chose qui m'est venue en tête, c'est il faut que je me trouve une correctrice. Parce que je peux pas en rien envoyer à une maison d'édition qui n'a pas été revue par une personne professionnelle. Fait que j'ai payé, moi, mes premières années là, d'auteur, là, dans mes premières soumissions de manuscrits, je payais des gens pour les corriger. Parce que c'était impensable. Puis de toute façon, je le comprends très bien. Un éditeur qui reçoit un récit rempli de fautes, c'est peu intéressant, puis ça ternit un peu l'image de l'auteur. Fait que, au-delà des mots, au-delà de la syntaxe de phrase qui est bonne, si c'est rempli de fautes d'orthographe, ça fait mal aux yeux, puis c'est difficile là, de dire je me concentre seulement sur le contenu, puis pas sur toutes les S qui manquent. Fait que c'est ça. Fait que j'ai toujours payé de ma poche pour faire corriger mes choses. Ça fait beaucoup d'anxiété aussi à gérer, là, parce que quelqu'un qui n'a pas de problème de dysorthographie et de dyslexie a déjà un grand stress, mais là, tu sais, de se dire, s'ils savent, qu'est-ce qui va arriver? Exact. Ben s'ils savent, ils prendront pas mon livre. Je veux dire, c'est ça. Mais tout ça, c'est l'histoire de ma vie. Quand j'ai été engagée à la commission scolaire pour devenir enseignante, c'est la même chose. Tu sais, il faut pas qu'ils sachent. Faut pas qu'ils sachent que j'ai de la misère à écrire au tableau. Puis, tu sais, dans mes stages, à un moment donné, j'avais, tu sais, mes enseignants, à un moment donné, ils me disaient, non, c'est Karine, t'as fait une faute là. Karine, t'as fait une faute là. Puis là, j'étais là, OK, j'aurais pas le choix, il va falloir que je vous le dise parce que, tu sais, si je parle à mes élèves tout en écrivant au tableau, je vais faire des fautes, c'est sûr. Fait que, tu sais, il faut que moi, je trouve mes façons à moi de travailler pour pas faire de fautes. Parce que si j'essaie de faire comme les autres, ça fonctionne pas. Fait que c'est la même chose pour l'écriture, pour les livres. Je peux pas faire comme les autres. Fait qu'il faut que je trouve ma façon à moi que ça fonctionne. Puis c'est là que je me suis dit, ben je vais faire corriger avant. Je vais payer un linguiste, puis je vais m'outiller, puis je vais me trouver des gens qui vont m'aider. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Moi, c'est ce que j'aime. Fait que c'est pas corriger ma passion. Puis tu sais, plusieurs auteurs, ils vous le diront aussi. Je veux dire, notre passion, c'est certainement pas de faire de la syntaxe puis de la grammaire. Là. Ce qu'on aime, nous, c'est raconter des histoires. Fait que je me suis dit, moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je suis bonne à faire. Fait que je vais me concentrer sur ce que je suis bonne, puis je vais aller chercher de l'aide pour ce que je suis pas capable. Jusqu'à un moment où j'ai développé une relation avec mes éditeurs, que mes éditeurs me connaissent. Fait que là, quand la relation a été établie, tout ça, ben là, à un moment donné, je leur ai dit, tu sais, moi, je suis dysorthographique, puis tu sais, c'est correct si je vous envoie mes textes comme ça. Puis, mais il faut dire que
Là, ça fait 10 ans que je suis auteure professionnelle. Fait que là, dans les 10 dernières années, puis même, je dirais 15 dernières années, parce qu'on inclut, mettons, mon bac en enseignement là-dedans, je me suis améliorée, là, fois 1000. Ça n'a rien à voir. Ce que j'écrivais il y a 15 ans et ce que j'écris aujourd'hui, il y a un univers qui les sépare. Puis ça a toujours été anxiogène, ça l'est encore aujourd'hui, anxiogène, parce que si je vais dans un salon du livre, par exemple, quand je fais des dédicaces, ça, c'est écrit à la main. Donc là, il faut que je fasse très attention. Puis un salon du livre, pour ceux qui y sont déjà allés, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, les gens parlent. Puis moi, il faut que je me concentre sur chaque mot que j'écris. Fait que tu sais, c'est sûr que j'ai des phrases clés, j'ai des choses qui reviennent assez souvent. Je trouve, des fois, je m'en veux de faire ça. J'aimerais ça pouvoir écrire des petits mots personnels à tout le monde, dire ah, j'ai adoré notre discussion, blabla. Mais je peux pas. Je peux pas parce que il y a trop de stimuli autour de moi. Puis en plus, j'ai déjà un défi au niveau de l'écriture, fait que je pourrais même pas écrire 4 mots sans les chercher dans mon téléphone pour savoir comment ça s'écrit. C'est très difficile. Ça, des fois, je me sens coupable de ça. Je voudrais tellement que les enfants puissent avoir un mot très, très personnel, mais bon, c'est pas possible de le faire, mais de toute façon, ben là, c'est assez récent que j'en parle beaucoup, que je suis dysorthographique et tout ça. Puis, ben en même temps, je me dis, ben c'est les outils qu'on se développe, puis il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, il y a beaucoup d'enfants qui sont comme moi, puis ces enfants-là, quand ils m'entendent puis qu'ils me voient, ben je pense que c'est un bon exemple de réussite. Puis pour eux, ben ça peut être un beau message. En même temps, tu sais, elle aussi, elle a de la difficulté, mais elle trouve les moyens de faire ce qu'elle aime faire, puis il y a des façons d'y arriver. Il faut juste réfléchir autrement, puis pas faire comme les autres. Puis, tous les trucs d'écriture que tu as développés, parce que, tu sais, je regardais, tu avais une vidéo que tu parlais de ballet, ben ballet, tu fais du ballet avec 2 jambes, donc 2 L, puis un ballet, un bâton, donc un L. Où tu as trouvé ces trucs-là? Parce que quand on fouille dans la littérature, il y a peu de livres. Bien, faut dire que moi, je viens d'une famille qui sont à peu près tous comme moi. Fait que quand j'étais petite, sans le savoir, ma mère me donnait ce genre de trucs-là parce que c'est les mêmes trucs qu'elle utilisait. Sans le savoir, on était vraiment dans l'intuition maternelle. Fait qu'elle me donnait des trucs comme ça quand moi-même j'apprenais mes mots de vocabulaire. Puis en grandissant, bien, comme j'ai fait un bac en éducation, en enseignement, bien, veux pas, moi aussi, je me suis mis à développer ces trucs-là. Mais ces trucs-là, je les utilise. C'est vrai que je les utilise. Puis en fait, c'est la seule façon que je peux m'en rappeler, c'est en faisant des images dans ma tête. Fait que, tu sais, c'est ça, comme tu disais, tu sais, la danse, le ballet, puis le ballet pour balayer, comment je fais pour me rappeler comment ça s'écrit, ben il faut que je me fasse des images. Puis ça, je l'ai pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir, avec des trucs pour me rappeler de l'orthographe des mots, mais j'ai aussi des trucs pour apprendre des choses. Fait que c'est ça. Fait que c'est venu naturellement. C'est pas quelque chose qu'on m'a enseigné. Ma mère le fait naturellement. Ma mère n'a aucune connaissance en éducation. Elle le fait parce que c'est comme ça qu'elle le sentait. Mais je pense que lorsqu'on a un défi dans la vie, que ce soit physique ou intellectuel, la seule façon de s'en sortir, c'est de se trouver des trucs. Fait que c'est ça. Fait que c'est venu un peu naturellement. Puis à un moment donné, quand j'ai enseigné, quand j'ai étudié en enseignement, là, j'ai compris ce que je faisais. Puis je disais, ah, ben moi, je fais ça. Fait que là, c'est là que je me suis mis à dire, ben je vais pousser encore plus pour ça, parce que puis je sais que j'ai des futurs élèves qui ont les mêmes troubles que moi. Fait que là, je me suis mis vraiment à m'intéresser à, bon, ben OK, moi, j'utilisais quelques petits trucs comme ça spontanément, sans y réfléchir, mais maintenant, je vais m'asseoir puis je vais réfléchir réellement à comment je peux faire pour aider tous ces élèves-là qui vont passer dans ma classe, qui sont comme moi. Est-ce qu'un livre, à un moment donné, avec plein de trucs, ça pourrait être quelque chose qui sort? Bien, il y en a un petit peu des livres, mais ça se tient beaucoup dans le milieu pédagogique, tu sais. Fait que ça sort pas beaucoup des écoles ou, tu sais, des orthopédagogues. Fait que, tu sais, mais, tu sais, est-ce que moi, je ferais ça? Je pense pas. Dans un livre, les trucs de Karine, non? Oui, c'est ça! Ben, j'aime mieux faire des TikTok. J'aime mieux faire des TikTok parce que, tu sais, il y a des gens qui sont pédopsychologues ou, tu sais, qui sont ils ont des...
le mot m'échappe, mais tu sais, il y a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans, qui je pense qu'ils seraient meilleurs que moi. Fait que je vais leur laisser ça. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Fait que j'adore donner mes trucs sur TikTok, c'est léger, puis il faut choisir, hein, parce que moi, Maude, mon problème, c'est que je fais beaucoup trop de choses dans la vie. J'ai trop de passion, j'ai trop de rêves. J'ai toujours dit que j'ai pas assez d'une vie pour faire tout ce que je voudrais faire. Je pense que c'est le problème de beaucoup de gens. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai quitté l'enseignement. Là, ça fait 2 ans que j'enseigne plus comme titulaire. J'ai enseigné pendant 10 ans, mais c'est un choix que j'ai dû faire à contre-cœur. Mais là, c'est ça. Fait que là, je me concentre vraiment sur la carrière d'auteur puis sur les histoires. Parce que ce que je veux, moi, là, à la base, là, c'est faire rêver les enfants. Je veux leur faire aimer la lecture. Je veux qu'ils réalisent que lire des histoires, ça peut être le fun. Puis moi, je l'ai eu, mon déclic, parce qu'au départ, quand je voulais être auteur, là, dans ma tête, auteur jeunesse, ça n'existait pas, là. Je veux dire, ça n'existait pas un auteur jeunesse. Fait qu'il y avait auteur, puis je voulais écrire des livres. Puis là, j'ai commencé mon bac en enseignement, blabla. Puis là, à un moment donné, dans un de mes stages, l'enseignante lisait avec ses élèves du Robert Soulière, la série Les Cadavres, le cadavre exquis et tout ça. Et Robert est une personne qui joue beaucoup avec ses lecteurs. Il est il va s'incruster dans ses histoires en tant qu'auteur, il va intervenir dans ses histoires. Et quand j'ai lu ça, quand j'ai entendu ça, ça a été une deuxième révélation divine pour moi, la lumière qui est sortie du plafond. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Puis ça, c'était avant qu'on t'offre la possibilité pour faire le livre. Non, il était déjà fait, ce livre-là. Puis il était déjà fait. Fait que là, Ouais. c'était après ça, on se dit auteur jeunesse. On est rendu à 40 livres, auteur jeunesse. Oui, je suis rendue à 40 livres jeunesse, c'est quand même beaucoup de livres. Tu disais, au début, tu acceptais toutes les propositions. Ben oui, parce que, premièrement, déjà, là, déjà publier un livre dans la vie, là, pour moi, ça, c'était mon rêve. Si un jour, je peux publier un livre dans ma vie, là, je vais avoir accompli le rêve de ma vie. T'sais. Fait que là, quand tu publies un livre, ben, en fait, ce que je ne savais pas compris, moi, à l'époque, c'est que lorsque tu publies un livre, là, ça t'ouvre la porte. La porte, elle est fermée jusqu'à temps que tu l'ouvres. Mais une fois qu'elle est ouverte, là, tu peux aller en publier d'autres livres parce que la porte, elle est ouverte. Ce qui est difficile, c'est de l'ouvrir. Puis moi, par le miracle de la vie, on est venu m'ouvrir la porte sans que je cogne. Fait que là, tu sais, Valérie Fontaine, Fontéa sont venus me voir. « Hey, t'as une idée de livre, on la trouve bonne. Veux-tu l'écrire? On publierait peut-être, tu sais. » Moi, OK, wow, j'ai même pas encore cogné à la porte est ouverte. Je rentre dedans. Moi, quand on m'ouvre, je rentre. J'étais tellement stressée quand j'écrivais mon chapitre. J'ai dû travailler le premier chapitre pendant 3 semaines. Ça, c'était comme juste exagéré, mais tu sais, c'était juste pour dire qu'il faut que je leur donne le meilleur chapitre au monde parce que c'est ma seule chance, tu sais. Fait que là, ça fonctionne, on part avec ça, je fais le livre. J'adore ça, c'est le fun, mais ça reste que je ne suis pas une auteure professionnelle. Puis tu sais, je suis un peu à tâtons, mais ça tombe bien parce que la maison d'édition vient juste de commencer. Puis eux autres aussi, ils sont un peu à tâtons. Fait que tu sais, tout tombe bien, là. Puis ensuite, là, j'avais déjà une petite histoire pour enfants décrite qui s'appelle « La vie rêvée de Crapaud la grenouille ». Donc, et là, je propose ça à la même maison d'édition parce qu'eux avaient une division jeunesse. Puis là, elle m'a dit « Ah, ben nous, ça ne pourra pas fonctionner, mais je vais te donner, tu sais, je vais te proposer à une autre maison d'édition. » Donc, elle m'ouvre la porte d'une autre et comme ça. Et « La vie rêvée de Crapaud la grenouille », j'ai eu la chance qui a été en nomination dans les 10 meilleurs livres de l'année selon les libraires de l'Ontario. Et ça, lorsque un auteur est en nomination ou gagne un prix, c'est plus une porte qu'on t'ouvre, c'est une porte patio. Fait que là, à partir de là, les gens disent « Hey, si tu veux publier chez moi, tu sais, hey, toi, veux-tu publier chez moi? » Fait que là, c'est là que c'est devenu comme, ben là, moi, oui, tu sais. Fait que là, c'est là que je me suis mis à dire, ben oui, parce que ça, je veux dire, le train passe, il faut que j'embarque, parce que si j'embarque pas, je vais le rater. Donc, les gens t'offraient de publier des livres, mais ils te disaient pas sur quoi écrire. Exact. OK. Puis, comment tu trouves l'inspiration pour écrire tous ces livres? Parce que là, on a beau dire oui, après, il faut des idées. Oui, c'est ça. Ça, c'est la période après ça où je me couche dans mon lit en petite boule puis je me dis qu'est-ce que je viens de faire. Mais non, en fait, je suis quelqu'un qui a naturellement beaucoup d'idées. Fait que là, ça, là, c'est comme si on demandait à quelqu'un comment tu fais pour courir vite? Ben, il dit, je sais pas, je mets mes jambes une devant l'autre puis ça avance. Fait que, tu sais, comment je fais pour avoir mes idées? Je le sais pas trop, j'en ai plein. Cela dit, est-ce que ça m'arrive d'être en panne d'idées?
plus ou moins. Est-ce que ça m'arrive d'être en panne d'excellentes idées? Ça peut arriver. Parce que, tu sais, des idées, c'est facile, mais est-ce qu'elles sont toutes bonnes? Ben là, Ouais. ça, c'est une autre histoire. Fait que tu sais, c'est vraiment... Moi, le stress, il vient quand le livre part sur le marché. Là, on dirait que je suis plus sûre que c'était une bonne histoire. Puis là, j'ai peur que le monde n'aime pas ça. Puis, fait que, tu sais, c'est toujours très, très stressant. Il y a 2 moments stressants. Quand on le soumet à notre éditeur pour la première fois, Mhm. puis que l'on attend. Puis ensuite, quand il part là, pour vrai là, sur le marché, ça c'est très difficile là, à gérer. Mais bon, fait que c'est ça. Fait que non, j'ai pas de problème d'idées. J'en ai plein d'idées. J'en ai dans mon sac pour encore plusieurs années. Puis j'essaie d'être très, très connectée à l'instant présent, donc dans l'actualité, puis dans les défis qu'on rencontre aujourd'hui. Justement, à propos de ça, moi, j'ai lu une bonne partie de Full Texto. Puis au début, je pensais que c'était un livre qui était plutôt pour les 13-15 ans. OK. Et là, rapidement, je me suis rendu compte que non, c'était un livre pour les beaucoup plus jeunes. Oui, oui. Donc, je me suis rendu compte que j'étais décalée avec les générations, que ça a l'air que j'ai pas évolué. Mais je me demandais, est-ce que les personnages des livres, est-ce que tes histoires comme Full Texto évoluent un peu au rythme de tes ados à toi? Parce que tu as 2 adolescentes à la maison. Mhm. Est-ce que c'est elles qui t'inspirent à venir écrire avec leur histoire ou avec ce que leurs amis vivent? Tu vois un peu comment la génération évolue ou tu fais d'autres recherches pour savoir où les jeunes d'aujourd'hui sont rendus? En fait, tout est vrai dans ce que tu viens de dire. Fait que oui, mes enfants m'inspirent évidemment. Fait que j'ai une fille de 15, une fille de 13. Puis j'écris depuis 10 ans. Donc, là, tu sais, il y avait 3 et 5 ans à l'époque. Donc oui, je les ai beaucoup observés. Ensuite, j'ai été enseignante 10 ans. Donc là aussi, c'était un beau terrain d'observation. Maintenant que j'enseigne plus, je suis aussi professeure de théâtre pour les jeunes du primaire et du secondaire. Fait que je les observe beaucoup. Fait que bref, la meilleure façon d'écrire pour la jeunesse, c'est d'être en contact avec la jeunesse. Je pourrais même pas imaginer écrire un livre jeunesse si dans ma semaine, je passe pas du temps avec des enfants. Fait que, tu sais, des fois, il y a des auteurs jeunesse qui ont même pas de contact avec les enfants. Fait que tu peux pas te fier à ta jeunesse à toi, ça n'a rien à voir. C'est sûr que les émotions restent les mêmes, les sentiments restent les mêmes, mais les façons d'interagir, les façons de se faire des amis, tout ça, ça change. Ça change et les événements ne sont pas vécus au même moment. Tu sais, on parle, mettons, les petites histoires d'amour, ça arrivait beaucoup plus tard lorsqu'on était jeune que maintenant. Les textos, on n'avait pas de cellulaire. Ben, c'est différent, en fait, parce que c'est quand même assez facile de dire à quelqu'un je t'aime en texto. En vrai, c'est un peu plus compliqué. Fait que les jeunes d'aujourd'hui sont pas plus précoces que nous, mais c'est juste qu'ils ont une espèce de vie virtuelle. Parce que probablement, quand j'avais 10 ans, si j'avais eu accès aux textos, moi aussi, j'aurais crié des je t'aime à beaucoup de gens, là. Fait que, tu sais, mais au final, la vraie relation, personnel, physique et en personne n'arrive pas plus tôt aujourd'hui. Mais le processus est différent. Fait que c'est ça. Fait que mon truc, c'est de rester en contact avec les jeunes, beaucoup de les observer. Tantôt, tu parlais de mon compte TikTok. À la base, là, quand moi, je suis allée sur TikTok, c'est que j'entendais les enfants parler de TikTok. Fait que là, je me suis dit, bon, ben là, je vais aller voir. Si je veux écrire des histoires pour enfants, ben, je vais aller voir où ils sont et ce qu'ils font. Fait qu'au début, j'observais sur TikTok, je les écoutais, j'observais, je regardais ce qu'ils regardaient, j'essayais de voir qu'est-ce qui les intéresse là-dedans, pourquoi ils sont là. Puis à un moment donné, ben, j'ai dit, ben, je vais faire une petite vidéo. Puis là, ben là, c'est ça. Puis là, finalement, ça fonctionne super bien. Là, le TikTok, les jeunes sont là, ils me parlent. Fait que je fais des lives. Tu sais, l'important pour moi, c'est de rester connecté à la réalité d'aujourd'hui. Je ne suis pas en train de me demander qu'est-ce que Karine, 8 ans, aurait pensé. Je suis en train de me demander qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans aujourd'hui va penser. Puis ça, je pense que c'est une des clés du succès de la littérature jeunesse actuelle. Fait que quand j'ai écrit Full Texto, tu dis, il est gros, le livre, il est impressionnant. Mais c'était ça le but. Le but, c'est que l'enfant a l'impression de lire un livre volumineux de grand. Fait qu'il il se sent déjà compétent. Il n'a même pas commencé à lire que déjà, il est compétent. Puis là, quand il ouvre, ben, c'est facile à lire, c'est des textos, c'est des grosses bulles. Bon. Mais c'est vraiment ce qui est important là, avec les enfants, c'est de travailler l'estime de soi. Donc, il faut que tu sentes que tu es compétent, que tu es bon. Puis déjà là, si tu pars avec l'idée que tu es compétent et que tu es bon, tu vas mieux réussir.
Oui, puis exactement. Puis le livre aussi, Léopé, le détective et Juré Mhm. craché, j'ai remarqué que tes livres captent beaucoup l'attention. Ouais. Tu sais, on ouvre full texto, c'est des bulles, il y a des images, c'est facile à lire. Euh, L'autre livre aussi, il y a une partie qui c'est une BD à l'intérieur, donc ça vient changer Mhm. l'attention constamment, puis ça vient capter l'attention constamment Oui, des mais jeunes. je m'adresse à des enfants qui ont grandi avec des iPads. Fait que, tu sais, moi, il faut que. Moi, je rivalise avec le téléphone, l'iPad, l'ordinateur. Fait qu'il faut que mon livre, quand tu le lis, quand tu ouvres la première page, bing, bang, paf, ça part. Il faut que. Puis non seulement, je veux dire, puis à la base, c'est des enfants. Je veux dire, les enfants, on le sait, ils ont une attention courte. C'est Mhm. quelques minutes. Fait que, tu sais, tu n'as pas une longue prémisse, là. Tu sais, je ne peux pas faire un chapitre d'introduction. Fait que, tu sais, Léo P, on ouvre la page, bing, bang, paf, explosion, mon père a disparu. Tu sais, ça part vite, là. Puis c'est voulu, Ouais. puis c'est ça que je suis convaincue que c'est la clé du succès. Je pense que ça va bien, mes affaires. Fait que moi, j'écris des livres que j'aurais aimé lire. J'ai jamais été quelqu'un qui aimait beaucoup lire. Fait que je fais des livres que j'aurais voulu avoir quand j'étais jeune, des livres qui sont rapides, qui ne s'enfargent pas dans les détails, qui ne prennent pas 4 paragraphes pour nous décrire un paysage. Moi, c'est tac, 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 voici mon histoire, puis voilà, on embarque tout de suite. Puis les full texto, bien ça a été une commande, il faut le dire, là, je peux pas prendre le crédit de ça. C'est vraiment ma maison d'édition Boomerang qui a dit, Karine, on aimerait que tu nous écrives un livre juste avec des textos. OK. Comme juste avec des textos, ils ont dit oui. J'ai dit, oh, OK, ben là, laissez-moi réfléchir à ça parce que là, vite de même, là, je ne vois pas comment je vais faire. Là, ça n'a aucun sens. Fait que là, j'ai réfléchi à mon affaire, puis je me suis dit, OK, si je fais une petite intro de chapitre qui nous dit son où, parce que, tu sais, dans ton texto, tu ne texteras pas à quelqu'un, salut, je suis habillée comme ça. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de contexte dans un texto. Un texto, c'est t'en viens-tu? Fait que là, ben là, t'en Ouais. viens-tu? T'es où? T'es quoi? Fait que là, je me suis dit, OK, si je fais un début de chapitre avec un contexte, je mets, tu sais, on sait son où, puis après ça, il se texte. Puis c'est sûr que, tu sais, mes textos sont très bien écrits dans un français impeccable. Bon, est-ce que c'est réaliste? Non, mais c'est pas grave. Les enfants embarquent au bout. Puis, bon, peut-être que mes jeunes, ils se textent des choses un peu plus étoffées que la moyenne des enfants. Ils vont texter des fois, plus de détails qu'il faut, mais là, c'est parce que c'est important pour l'histoire. C'est un livre quand même, il Exact. faut que ça suive parce que si ce serait juste des vrais Ben textos, non, ça ça ferait n'a aucun vraiment sens. aucun Puis sens. d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont un peu réticents à ça. Eux ou un livre de texto, ben là, tu sais, déjà que les jeunes ne savent pas écrire, on va. Là, je suis comme, non, c'est dans un français impeccable, là, inquiétez-vous pas. Là, je fais pas de. À part des LOL, là, puis des MDR là, que je mets, là, il n'y a pas. Tu sais, j'écris pas en jargon, là. Les textes. Non, non, je confirme pour avoir lu, c'est très bien écrit. Oui, c'est ça. Tu as aussi une passion pour l'horreur, tout ce qui est film d'horreur, livre Hmm. d'horreur, et tu en as écrit, si je me trompe, c'est une Oui, trilogie, hein? exact. C'est une trilogie et fortement inspirée de ton petit coin de pays dans le Ouais. Nord, où qu'il y a des gens qui sortent parfois de l'hôpital psychiatrique. Ben là, je ne sais plus aujourd'hui, mais en tout cas, à mon époque, ouais. Oui, c'est ça. Ben, j'ai grandi dans une petite ville en Abitibi qui s'appelle Malartic, puis on était réputé pour notre hôpital psychiatrique. Puis cette histoire-là, ça fait très, très, très longtemps. Ben, cette trilogie-là, ça fait très longtemps que je la porte. Puis que j'étais là, un jour, je vais écrire de l'horreur. Un jour, je vais écrire de l'horreur. Mais tu sais, fallait que je trouve le temps parce que c'est quand même plus volumineux comme livre. Là. C'est un livre, c'est un roman qui est classé ado plus. Fait que, mais c'est ça, fait que oui, fortement inspirée, mais en général, je m'inspire de toutes les choses qui m'arrivent, de mon quotidien, mais celle-là, c'est plus de mon passé. Fait que c'est ça, il y a un hôpital psychiatrique qui est très réputé, puis c'est drôle parce que moi, je travaillais à la station-service qui est assez proche de l'hôpital, puis non, c'était pas rare qu'on voyait quelqu'un courir en jaquette bleue là, dans le milieu de la rue. Puis sinon, il y a aussi des patients qui habitent en résidence surveillée, si on pourrait dire. Donc, sont capables de Oui. vivre seuls, mais sous surveillance. Fait qu'ils ne sont pas internés, mais ils sont en appartement, mais contrôlés. Mais ce sont des gens qui sont assez excentriques, donc ils peuvent parler avec les poteaux de téléphone, ils peuvent chanter, être habillés de façon...
Ils ne représentent pas un danger pour Absolument la pas. société, donc ils peuvent Exact. circuler, sauf que ça reste que quand on les voit, et jeunes, ça peut être impressionnant. Oui, c'est ça. Donc, ça se peut qu'il y ait une femme qui sorte nue sur son balcon puis qui se mette à chanter Ton rêve adore. Fait que, c'est des choses qui peuvent arriver à Malartic. Est-ce qu'on peut avoir comme une anecdote du livre que tu peux dire, là, OK, ça, c'est arrivé, c'est dans le livre, mais ça m'est aussi arrivé Il quand y a j'étais beaucoup de jeune, que choses je qui l'ai me vu. sont arrivées pour de vrai quand j'étais jeune. Là. Des fois, je change tous les noms, par exemple. Donc, il n'y a aucun nom qui est vrai. Là. Mais tu sais, souvent, les patients ont... En tout cas, à Malartic, ils ont tous des surnoms, on les connaît par... Puis je ne sais pas d'où ça vient. Là. C'est comme s'ils étaient venus avec la ville. Ils ont comme Ils sont apparus avec la ville, ces gens-là. Fait que, à l'époque, il y avait... Palette, on l'appelait comme ça. Je ne sais même pas pourquoi qu'on l'appelle comme ça, mais même lui, il s'appelait de même. Mais c'est pas son nom, c'est sûr, mais en tout cas. Puis lui, ben c'est ça, il parlait beaucoup avec les poteaux, puis il discutait avec eux. Fait que, tu sais, j'en parle dans un de mes livres, il est là. Puis je pense que j'ai changé son nom, là, mais... Puis nous, c'était, en tant qu'enfant un peu tannant, notre gros fun, c'était d'aller parler avec les poteaux. Fait que, tu sais, on disait, tu sais, qu'est-ce qu'il te dit? Puis là, on jasait avec lui des affaires de même. Ensuite, pour vrai, j'ai vu des gens courir en jaquette d'hôpital. Tu sais, tout ça est vrai. Il y avait il y en a un que j'ai pas encore mis dans le livre, parce que je dis pas encore parce que c'est pas impossible que ce soit plus une trilogie, mais un quatuor. mais, puis il y en a un, c'est ça, il vivait dans une maison avec 156 000 chats. Puis même si les intervenants essayaient de les enlever, ils revenaient tout le temps avec ses chats. Puis nous, on voulait avoir des chats, nous, fait qu'on allait le voir, puis il disait, ben si vous en attrapez, vous pouvez les garder. Fait que, on était des enfants naïfs, on rentrait chez lui, on courait après les chats. Fait que, il faut dire que c'est une enfance des années 80 aussi, là. Je pense que... Mais il y a quand même un beau côté dans tout ça parce qu'aujourd'hui, les gens ont plus peur de ces personnes-là versus toi, quand tu étais jeune, ben, ils faisaient partie de l'endroit et puis c'était des gens que tu allais voir et que tu parlais puis que c'était pas grave. Ils étaient bizarres un peu, ça. mais c'était pas grave. Ils restaient sympathiques, tandis qu'aujourd'hui, les gens tendent à prendre beaucoup de distance face à ces Absolument. personnes-là. Puis c'est ça, puis je me suis beaucoup penchée sur les troubles de santé mentale, puis tu sais, parce que le livre, ma trilogie, aborde les troubles de santé mentale, parce que, tu sais, mon livre, en fait, il parle de phénomènes paranormaux, fait qu'il parle de possession, puis d'esprit, et tout ça. Mais dans un contexte de vie rationnelle, là, ben parce que je me suis déjà dit, ouais, mais dans le fond, les gens là, qu'on pensait posséder à l'époque, en 1800, ben là, maintenant, on sait qu'ils ont un... Ils étaient peut-être C'est juste ça, voilà. schizophrènes. Fait que moi, dans mon livre, je refais le contraire. Fait que là, je dis, ben dans notre époque où maintenant tout est explicable par la médecine, peut-être que non, tu sais, on n'a peut-être pas la réponse qu'on pensait. Donc, les gens qu'on diagnostique schizophrènes, ben là, peut-être que finalement, ils sont possédés pour vrai. Fait que, tu sais, je fais le rebours à l'envers, mais parce qu'à la base, je me suis questionnée sur les troubles de santé mentale, que là, maintenant, je peux faire le rebours à l'envers. Puis j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit ou j'ai vu dans les critiques aussi que les gens appréciaient beaucoup ma façon de présenter les troubles de santé mentale par rapport à l'entourage. Parce que, tu sais, si, mettons, la jeune fille qui est possédée dans mon livre, Camille, là, ben, elle a un père, elle a une belle-mère, elle a, tu sais, puis elle a un médecin qui la suit. Fait que, tu sais, tous ces gens-là gravitent autour d'elle. Puis avant que ça dégénère, puis qu'on se rende compte que ouais, c'est peut-être pas de la schizophrénie, ben, il y a des interventions qui sont faites, puis il y a de la peur de la part des gens, des personnes proches, puis tout ça, de l'incompréhension. Puis j'ai beaucoup eu les commentaires que c'était bien fait par des intervenants, par des infirmières, par des gens qui avaient déjà vécu ça avec des proches. Fait que je pense que ce côté-là bienveillant, même si c'est de l'horreur, a plu aux gens. Ouais. Puis, si on regarde aussi les autres livres que tu as écrits, tu as quand même un livre qui parle de consentement. Tu as un livre qui parle d'identité de genre. Ouais. Est-ce que tu t'entoures de spécialistes quand tu écris ces livres-là ou tu fais juste tes propres recherches? Non. Ça là, c'est vraiment important pour moi. J'ai une très grande responsabilité en tant qu'auteur.
s'il y a un livre qui sort sur le marché, puis tu sais, mes éditeurs aussi là, sont conscients de ça, je ne suis pas la seule dans le processus du livre, là, mais s'il y a un livre qui sort sur le marché, qui est mis dans les mains des enfants, des parents, des intervenants, moi, je veux être 100% certaine que ce livre-là est un outil et non pas de la désinformation ou qui viendrait créer des traumatismes. Fait que c'est vraiment important pour moi de... Donc, tous mes livres, ben, tu sais, pas tous mes livres, là, on s'entend, full texto, je le fais pas voir par personne. Là, dans ce temps-là, tu parles de ma collection La Ferme de la Haute-Cour, qui est publiée aux éditions Michel Quintin. Donc, c'est ça, on apporte des sujets un peu tabous que j'explique aux petits. Puis oui, donc j'ai aussi la chance d'être bien entourée dans la vie. Donc, j'ai une cousine qui travaille pour la DPJ, même j'ai une très bonne amie qui est pédopsychologue. J'ai beaucoup autour de moi que je consulte régulièrement quand j'écris mes choses, mes histoires, pour valider, pour être certaine. Puis ensuite, je vais en parler aussi aux gens qui ont vécu ce genre de situation-là. Est-ce que ça a l'air de quoi? Ça reste que, dans la vie, il y a plusieurs façons d'aborder une problématique. Donc, il n'y a pas juste une solution. Mais je veux être certaine que je suis sur le bon ton. Pour plein de raisons. Et ça reste que ça se peut que ça peut froisser des gens parce que j'ai écrit une histoire qui s'appelle « Le coq qui voulait être une poule » et le petit coq, tout le long du livre, va faire sa transformation jusqu'à ce qu'il devienne une poulette. Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas contents? Bien sûr. Oui, on peut pas faire l'unanimité, mais au moins, si c'est fait avec les bonnes connaissances, bien, au moins, l'information qui est rendue est juste. Après, peu importe on parlera de quoi, il y aura toujours des gens d'accord, toujours des gens pas d'accord. Voilà. Puis, ce qui est intéressant avec cette collection-là, c'est que ce sont des animaux de la ferme. Donc, tu sais, les enfants le prennent à différents degrés selon leur processus, selon où ils sont rendus dans leur développement. Donc, c'est sûr que si on lit l'histoire à un enfant de 3 ans, va le prendre au très premier degré. Le cochon qui voulait dire non, bon, il n'aime pas ça quand on touche à ses fesses de cochon. Et éventuellement, avec l'enfant, on peut faire un parallèle, puis on peut l'amener à dire, ben toi, est-ce qu'il y a des endroits sur ton corps que tu ne voudrais pas qu'on touche, tu sais? Fait que, puis on n'est pas obligé de le faire non plus. C'était important pour moi de faire une histoire qui se lit très légère. Je peux la lire là, pour le fun, avant de me coucher, je ferme et je m'endors bien. Ou je peux aussi la lire pour avoir une réelle discussion, pour aborder une problématique, ou parce que je sais que l'enfant vit une situation présentement qui aurait besoin d'entendre cette histoire-là. Fait que, c'est dans cette optique-là que j'écris la collection de la ferme. Puis, toujours me faire accompagner. Ça, je ne possède pas la vérité infuse. Puis, je trouve ça important. Puis, comme je te disais, j'ai une responsabilité en tant qu'auteur, à mon sens, à moi, de ne pas mettre n'importe quoi là, dans les tablettes des librairies. Tu écris de 4 à 6 heures par jour. Mm-hmm. Moi, j'ai été vraiment étonnée quand j'ai appris ça. Là. Est-ce que tu te tannes des fois? Est-ce que je me tanne? Non, je ne me tanne pas d'écrire. Ce qui va me tanner des fois, c'est de ne pas avoir le temps de faire ce que je voudrais. Parce que, tu sais, veux pas écrire, là, ça demande une bulle, puis ça demande d'être complètement isolé du monde extérieur. Fait que là, si j'ai d'autres responsabilités que je dois faire, bien là, ça me tanne. Ça me tente de devoir, de sentir que je ne suis pas en train de faire ce qu'il faudrait que je fasse. Mais à la base, je me rappelle tout le temps et j'essaie de me rappeler, c'est mon travail. Donc, c'est normal que je sois, tu sais, au même titre qu'une personne qui travaille comme hygiéniste dentaire part le matin et s'en va travailler, puis qu'elle revient à la fin de sa journée, elle n'a pas fait le lavage, elle n'a pas fait le ménage, elle était en train de travailler. Fait que, tu sais, c'est ça qui est difficile, c'est d'être dans ma maison puis de me dire, non, je travaille, je n'ai pas à aller faire le ménage, aller préparer le souper, ou, tu sais. Fait que c'est ça qui est difficile à jongler avec, c'est de travailler à la maison. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, présentement, comprennent le concept maintenant qu'on a eu 2 ans de pandémie où tout le monde travaillait à la maison, là. Tu sais, de dire, ben là, je travaille et je dois me respecter en tant que travailleuse présentement. Mais est-ce que je suis tannée? Non, je suis rarement tannée d'inventer des histoires. J'aime ça. Des fois, ce qui va me tanner, c'est quand j'ai des délais très serrés. Fait que c'est pas tant d'être tannée que d'être stressée de ne pas y arriver. Parce que, tu sais, veux pas, tu sais, quand on sort une collection de livres, les full textos, là, comme là, il y en a 7 jusqu'à maintenant, puis mes lecteurs attendent le 8, puis c'est comme ils ont vraiment hâte qu'ils sortent. Fait que, tu sais, j'ai 40 livres, là, fait que j'ai une dizaine de séries, là. Fait que, tu sais, si tous ces livres-là doivent avoir un tome 2, 3, 4, 5, il faut que je travaille vite.
Fait que je suis pas tannée d'écrire. Des fois, je suis juste tannée de ne pas avoir le choix. Fait que, tu sais, mais j'adore ce que je fais, puis je peux absolument pas me plaindre. Là, c'est extraordinaire, ma vie, même si parfois elle est difficile puis elle est stressante. Il y a une dernière partie que j'aimerais ça qu'on aborde ensemble. Tu es une auteure qui est loin de se cacher derrière, on va dire, j'ai le goût de dire derrière son écran, mais ça serait pas vraiment vrai parce que tu es beaucoup sur TikTok, donc tu te caches pas dans ta maison. Tu es sur TikTok, tu fais des conférences dans les écoles, tu as participé au projet Prête-moi ta plume. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu fais. Tu te mets beaucoup de l'avant. Pourquoi c'est important pour toi de justement tout faire ces projets-là? Écoute, c'est très, très simple. Si on revient à l'éducation, là, à la base de l'éducation, quand tu es enseignante, la première chose que tu dois faire, si tu veux enseigner quelque chose à tes élèves cette année, c'est de créer une relation. Si tu n'as pas de relation, tu vas enseigner à des murs. Les enfants n'écouteront pas, ils n'apprendront pas, parce que pour pouvoir aller toucher les gens, il faut être en relation avec eux. Puis moi, je m'adresse à des enfants. Donc, pour des adultes, parfois, la relation de confiance est plus facile parce que tu lis un article d'un scientifique, blabla, tu trouves qu'il y a une certaine notoriété, parfait, je lui fais confiance. Un enfant, c'est différent. Un enfant, il a besoin de sentir que tu existes, que tu l'écoutes, que tu t'intéresses à lui. Puis, donc, c'est ça. C'est exactement la raison pour laquelle je suis là. C'est parce que je veux avoir une relation avec mes lecteurs. Parce qu'en ayant une relation, si mes lecteurs me connaissent, s'ils savent de quoi j'ai l'air, s'ils m'ont déjà entendu parler, si on a eu une conversation, ils vont aimer mon livre. Ils partent déjà avec « je l'aime elle ». Fait que ce que je lis, ça part déjà sur une bonne base. Fait que, puis toujours dans l'optique que je veux aider les enfants à développer leurs compétences de lecteur parce qu'on sait que lire pour un enfant, c'est garant d'une bonne réussite scolaire. Fait que si je peux accrocher des enfants à la lecture qui, à la base, ne se seraient pas accrochés à la lecture juste parce qu'ils me parlent sur TikTok, ben je trouve que je fais déjà une bonne mission, là. Fait que j'ai ce petit côté-là, moi, Mère Teresa, là, qui aime aider puis qui aime faire ma part dans la société. Fait que c'est pour ça que je fais ça. Je veux que les enfants... j'ai plein de jeunes qui me suivent sur TikTok qui ne savaient même pas qui avaient jamais lu mes livres, puis qui, à un moment donné, à force de me voir en live puis de me jaser, ils ont dit « Hey, je suis allée acheter ton livre finalement, puis j'ai adoré ça. » Mais cet enfant-là n'aurait jamais lu le livre s'il ne m'avait pas connu. Non, exactement. Fait que c'est un moyen. Puis les conférences dans les écoles, c'est aussi dans le but que les jeunes s'améliorent puis leur donner le goût de la lecture. Même Dans affaire. le fond, plus les jeunes vont rencontrer les auteurs, plus ils vont avoir le goût de lire le livre parce qu'ils vont dire « Hey, elle, je la connais, j'ai envie de le lire. » C'est 100% lié. Si je rencontre, par exemple, okay, si je vais dans un salon du livre sur lequel je n'ai pas rencontré d'école avant, donc je n'étais pas sur la tournée, je me pointe là, un samedi, dimanche, je m'assois à ma table, je vais vendre quelques livres. Si je fais une tournée scolaire avant, je vais dans les écoles, je vais les rencontrer, je leur parle, bien là, on va falloir qu'on mette un cordon de foule, puis ça va être la folie. Fait que c'est directement lié. Si les enfants me connaissent, s'ils m'ont parlé et s'ils ne savent pas trop je suis qui, c'est directement lié à est-ce qu'ils vont avoir envie de lire mes livres ou non. Puis, tu sais, je veux aussi inspirer les enfants parce que, tu sais, veux pas, tu sais, les enfants qui ont des troubles de dyslexie, de dysorthographie ou tout autre défi d'apprentissage, pour eux, des fois, ils ont peut-être déjà mis un trait sur l'idée d'aller à l'université ou mis un trait sur l'idée de faire autre chose qu'un travail qui sera manuel. Puis quand j'arrive, ben, si je peux en inspirer, puis si dans une classe, il y a un enfant qui va voir que c'est possible, ben, c'est déjà ça de gagner, là. Fait que, tu sais, oui, j'aime rencontrer les élèves pour leur parler de mes livres, mais j'aime aussi rencontrer les élèves pour leur dire c'est possible. Ben oui, Instagram, évidemment, Facebook, YouTube aussi. J'ai ma chaîne YouTube que j'ai un peu délaissée pour TikTok, mais je vais y revenir parce que sur YouTube, j'en faisais déjà des vidéos là, qui donnaient des trucs pour les enfants. Puis là, dans la dernière année, j'ai comme migré un peu sur TikTok, mais je vais y revenir sur YouTube, là. Donc, c'était surtout exploitable dans les écoles, ces petites vidéos-là. Donc, c'est ça. Donc, tous les réseaux sociaux, j'y suis. Puis s'il y en a un nouveau qui apparaît, ben, j'y migrerai également.
Je te remercie beaucoup pour l'entrevue que tu m'as accordée aujourd'hui. Ça nous a permis d'en apprendre plus sur toi, sur tes livres, mais aussi sur le fait que c'est pas parce qu'on a des difficultés qu'il faut s'arrêter, il faut continuer, il faut foncer. Exact. Faut jamais se laisser abattre par qui que ce soit. Vous trouverez toutes les informations essentielles pour suivre sa carrière artistique dans la description du balado. Je m'appelle Maude Ravenel et je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Mise à nu.